Avant de donner la parole à Mehdi, qui présente, militant d'Alternative Libertaire, qui revient du Kurdistan syrien, et étant donné la complexité de la situation du Kurdistan et de la région du Rojava qui nous intéresse ici, je vais commencer par une brève introduction sur le contexte historique du Kurdistan en général. En premier lieu, quand on parle du Kurdistan, il s'agit d'un territoire sur lequel le peuple kurde habite et de son entité culturelle ou linguistique. Ce n'est pas un État. Ce territoire, partagé entre montagnes et hauts plateaux, se répartit sur plusieurs pays, chevauchant la frontière entre l'Irak et l'Iran, remontant jusqu'au sud-ouest de la Turquie et passant par la Syrie. D'autres communautés existent également dans différents pays d'Occident, comme en Allemagne, où il y a 900 000 habitants kurdes, mais également dans les pays limitrophes comme l'Azerbaïdjan, où il y a 150 000 habitants kurdes. Globalement, un tiers des Kurdes vivraient en dehors du Kurdistan, on parle d'une diaspora. L'éclatement de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale créait un appel à la reconnaissance du Kurdistan comme nation. Les puissances occidentales, par le traité de Lausanne, omettront alors totalement la question, divisant le peuple kurde en plusieurs pays. Cette non-reconnaissance de l'entité entraîna divers conflits, comme la lutte armée contre la Turquie kémaliste à partir de 1923, ou la lutte armée du PKK, le Parti travailleur du Kurdistan, depuis 1984. Les Kurdes irakiens et iraniens ont été bombardés ou agressés à plusieurs reprises par l'État d'Irak et d'Iran, comme le fameux gazage d'Ali le Chimique en 1988 ou la répression de la République du Mahabad en Iran en 1946. Dans ce contexte, deux grandes puissances politiques ont émergé au sein du Kurdistan. Le PDK, le Parti démocratique du Kurdistan, en Irak, ou le PKK en Turquie. Le PDK est le parti historique du Kurdistan, actuellement dominant dans la région irakienne, riche en pétrole. Il suit historiquement un axe pro-turc d'opposition au régime syrien. C'est également le parti des alliances avec l'Occident, notamment les États-Unis. L'objectif du parti est d'obtenir reconnaissance et autonomie par la voie démocratique, comme la reconnaissance par exemple en 1970 par l'Irak qui ne sera effective qu'en 2005. Le PKK, d'influence marxiste-léniniste, est en lutte armée contre la Turquie depuis 1984. D'orientation historique favorable à l'Iran, le parti a aussi collaboré occasionnellement avec le régime syrien de Hafez el-Assad, père de Bachar. Le PKK est classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Europe, ou l'OTAN en général. Les alliances de ces partis ont sensiblement changé depuis le déclenchement de la guerre civile syrienne et la prise de pouvoir par Daesh qui s'est faite sur une partie des territoires kurdes, en partie sur les territoires kurdes. La Turquie s'est alors isolée du PDK, en lui faisant des armes pour se défendre contre Daesh. Le PDK s'est encore rapproché des puissances occidentales. La scission a permis une augmentation de l'influence iranienne au Kurdistan irakien, et le PKK se retrouve dans une position délicate en Turquie, malgré son cessez-le-feu en Ukraine. Pour venir au point qui nous intéresse, en Syrie, le PYD, parti de l'Union démocratique, branche du PKK, représente l'alternative pour la population kurde. Rejetant l'influence du PDK dans le pays ainsi qu'une ingérence hiérarchique du PKK au sein du parti, le PYD prend le chemin de l'autonomie solidaire et démocratique. Doté d'une force armée de 40 000 personnes, hommes et femmes, les YPJ et YPG, ou unités de protection du peuple, le parti de l'Union démocratique prend un réel contrôle territorial et politique de la région du Rojava en 2012. Les combats contre Daesh, ainsi que l'influence des pays directement concernés, pèsent lourdement sur la création de ce territoire autonome. C'est pour cela que toute aide internationale indépendante est précieuse. Faisant partie de la coordination nationale Solidarité Kurdistan, Alternative Libertaire a participé à une campagne de soutien en Turquie, dans la région frontalière de Kobani. La délégation s'est déplacée entre le 13 et le 16 novembre 2014. Mehdi, ici présent, en faisait partie. Au niveau local, AL était présent lors de l'arrivée à Bâle de la marche kurde d'Erbil-Strasbourg, dont on reparlera après la conférence. Avant de donner la parole à Mehdi, nous tenons aussi à remercier les camarades de Sud Éducation qui nous ont prêté la salle ce soir. Je laisse la parole à notre camarade. Alors, bonsoir tout le monde. Bon, tu peux rester, ça va faire mon seul. Alors, je ne suis pas du tout un expert de l'histoire du Kurdistan ou de la question kurde. Je me suis intéressé, je dois l'admettre, complètement par hasard. Et
C'est une histoire, une lutte qui m'a un peu pris comme ça, par surprise, dans laquelle je me suis donc plongé, ça fait bientôt 1 an maintenant que je m'intéresse à cette question. Donc le point d'orgue pour l'instant de cet intérêt est effectivement le voyage que j'ai pu faire en novembre dans la région de Kobané. Mais tout ça pour vous dire que donc le résumé un peu de mes connaissances que je vais faire ce soir est forcément parcellaire, il y a des trous, pour 2 raisons. D'une part, je n'ai pas une connaissance universitaire du sujet, et l'autre raison, c'est que ne parlant ni turc ni kurde, il est assez dur d'obtenir de la documentation, que ce soit en anglais ou en français, quoique cela est en train de changer. Le mouvement libertaire s'est assez peu intéressé à la question kurde, de par l'identité politique du PKK qui était centrale quant à la lutte pour l'indépendance du peuple kurde. Cependant, et c'est le constat qui a été fait il y a quelques années maintenant, la position du PKK et son corpus idéologique a quand même énormément changé. Je vais commencer par parler un peu de cette évolution. On partait quand même à l'origine vraiment d'un parti marxiste-léniniste extrêmement hiérarchisé, avec une discipline très dure, qui a, avec des conflits internes qui ont donné lieu à des massacres un peu tout au long de son histoire, qui se sont quand même calmés au début des années 2000, et avec des tendances un peu maoïstes, sectaires, culte du secret, de la clandestinité, etc., qui étaient quand même en partie justifiées par la situation de lutte armée avec la Turquie à partir de 2080. Öcalan, le leader du PKK, est emprisonné à la fin des années 90. Et quand on parle emprisonné, c'est une prison très étrange, puisqu'il se retrouve tout seul sur une île avec ses gardiens, avec pour seule personne ayant le droit de le visiter, son avocat, et pour seul contact avec le monde extérieur, la presse et les livres. De cet enfermement, Öcalan va écrire et lire, et c'est un peu dur à dater, il n'y a pas vraiment de point de basculement, mais on va dire qu'il y a une évolution de sa pensée qui se fait au début des années 2000, vers 2003-2004, et qui va aboutir à la rédaction d'un ouvrage que vous trouverez d'ailleurs là-bas, qui est le confédéralisme démocratique, et qui est donc la proposition d'Öcalan pour le mouvement kurde. Cette proposition, en tant que libertaire, nous intéresse énormément, parce qu'on peut la résumer, on va dire, à 4 grands axes. Le premier, qui est celui qui me fascine le plus et qui m'a vraiment réjoui lors de ma lecture, qui est le refus d'un État-nation. Là où la lutte des Kurdes, depuis la création du PKK jusqu'au début des années 2000, était portée vraiment par la revendication d'un État-nation kurde avec des frontières définies où vivrait le peuple kurde, cette demande est abandonnée, et Öcalan livre une critique vraiment très radicale de l'État-nation. C'est que pour lui, la Turquie, l'Iran, l'Irak sont des États-nations. En tant qu'États-nations, ils ont passé leur temps à opprimer leurs minorités, dont les Kurdes. Peut-être que l'État-nation est un problème pour la question des minorités. C'est un peu le point de départ de la pensée d'Öcalan, et qu'il développe, il va très loin, jusqu'à justement dire que non, pour la liberté, si on veut une vraie libération du peuple kurde, et si on veut une vraie émancipation au final de l'espèce humaine, il faut se débarrasser de l'État-nation. Pour lui, l'État-nation est indissociable du capitalisme, du patriarcat et de l'impérialisme. Donc, on est face à un mouvement de libération nationale qui abandonne l'aspect national, ce qui est déjà quand même quelque chose d'un peu inédit. Le deuxième point, c'est la question des femmes. La place du féminisme dans le mouvement kurde aujourd'hui est assez impressionnante. Il ne faut pas non plus idéaliser la situation. On est au Moyen-Orient, on est dans une société qui est extrêmement marquée par le patriarcat, mais au sein des institutions mises en place par les Kurdes, que ce soit en Turquie ou en Syrie, la place des femmes est extrêmement importante. Pour vous donner une idée, aujourd'hui en Turquie, les municipalités qui sont tenues par le BDP, c'est-à-dire le parti politique à l'origine uniquement kurde, mais qui ne se limite plus aujourd'hui uniquement à la question kurde, on y reviendra après, détient un certain nombre de villes de taille assez importante, mais dans toutes les municipalités, il y a un maire, une maire. C'est absolument pas prévu par la constitution turque, bien entendu, c'est quelque chose qui est mis en place volontairement par le BDP, et auquel ils s'y tiennent.
tout ce qui va être assemblée, institution, conseil, 40% d'hommes, 40% de femmes, systématiquement. Il n'y a aucune dérogation à cette règle, qui a créé un vrai appel d'air, notamment en Syrie, quant à la place des femmes. Parce que d'un coup, il a fallu faire des assemblées, il a fallu trouver 40% de femmes. Là où les hommes prenaient toute la place, ils devaient céder la place. La place des femmes, c'est toujours un peu, comment dire, on peut se dire un peu cyniquement qu'au final, c'est une forme d'opportunisme politique. Les femmes représentent 50% de la planète, valoriser la place des femmes permet au final aussi d'augmenter la force militante. Mais ça va quand même plus loin que ça. Öcalan a écrit aussi un texte sur la question des femmes. Sa critique du patriarcat est extrêmement virulente. Et vraiment, il explique qu'en gros, les femmes sont les colonisées de l'intérieur dans tous les pays du monde, et qu'il faut absolument mettre fin à cet état de fait. Mais ce qui est intéressant sur la prise de position et aussi sur ce qui s'est passé au sein du PKK, c'est qu'on n'est pas face, au final, à un grand leader, Öcalan, qui dit aux femmes comment elles doivent se libérer. On est face à une auto-organisation de la lutte des femmes, qui en gros s'est déclarée au sein du PKK par l'auto-organisation de groupes non mixtes pour s'opposer aux pressions, aux violences et au harcèlement qu'elles subissaient de la part du cadre du PKK. Alors que nous étions encore dans un PKK, enfin le PKK est toujours un parti extrêmement hiérarchisé, mais ce qui était sans doute encore pire il y a 10 ans, alors qu'on était dans un parti extrêmement hiérarchisé, les luttes ont mené, les cadres ont été démis de leurs fonctions et exclus du parti. Le troisième point de critique radicale d'Öcalan, c'est quant au développement industriel et à la place de l'écologie. Ça, c'est pareil, quelque chose d'assez inédit. On a quelques débuts d'explications sur le pourquoi du comment c'est venu sur le sujet, mais du coup, la question écologique prend une place extrêmement importante dans le confédéralisme démocratique. Le dernier point, et qui est un peu la synthèse de tout ça, c'est donc ce système qui est le confédéralisme démocratique, qui n'est pas une doctrine clé en main. On n'est pas face à un grand ouvrage théorique de 400 pages expliquant un fonctionnement de A à Z d'une cité, d'une commune, d'une fédération, quoi que ce soit. On est plus sur une ébauche de grands principes qui doivent rester au cœur du système mis en place. Ces grands principes découlent en grande partie du multiculturalisme extrêmement fort dans cette région. On est dans un des bassins de l'humanité, la Mésopotamie est une terre multiculturelle. Quand on parle de la minorité kurde ou alévi ou assyriaque ou arménienne en Turquie, on parle de millions de personnes en fait. Donc c'est pas des minorités très minoritaires non plus. Et tout ce bassin est constitué comme ça. La zone du Rojava en Syrie, donc le Kurdistan syrien, est composée majoritairement de Kurdes, mais 20% de la population n'est pas kurde. Et encore une fois, on parle de millions de personnes. Donc le cœur du système du confédéralisme démocratique avait en tête cette question du multiculturalisme. L'un des piliers de ce système, c'est de dire que toutes les communautés de langue, religieuses, ethniques ou politiques doivent être représentées à l'Assemblée. C'est vraiment le cœur de ce système, c'est tout le monde doit être représenté. J'ai lâché le mot d'assemblée, la place de l'assemblée populaire où tout le monde est, où toutes les communautés sont représentées, tient la place centrale, c'est le lieu de décision. Dans le confédéralisme démocratique, on ne crée pas d'État-nation. On fait des fédérations de communes, de quartiers, de villages, de zones. Aujourd'hui, au Rojava, 3 cantons, divisés en plusieurs milliers de communes, elles-mêmes divisées en maisons de quartier. La description du système s'arrête à peu près là, en fait. Il n'y a pas... il y a d'autres points, mais qui étaient déjà, au final, dans le corpus idéologique du PKK, qui sont la laïcité, le fait qu'il n'y a pas de religion d'État, le fait qu'il n'y ait pas de langue d'État, mais plusieurs. Donc aujourd'hui, on ne parle plus d'État, mais en tout cas de langue régionale. Ces points-là se retrouvent, bien entendu, dans le système du confédéralisme démocratique.
on n'a pas d'explication très concrète de pourquoi ce revirement de la part de Öcalan et du coup d'une partie des cadres du PKK. On n'a pas la réponse miracle. Sur place, on a eu beau poser la question, c'est un peu moqué de nous parce qu'effectivement, il n'y a pas de réponse. C'est le fruit d'un mûrissement idéologique, du changement d'une situation. Mais une scène qui m'a été rapportée par un camarade des Alternatifs, en tout cas, n'est pas une explication, mais montre bien un peu quelle a été la teneur de cette évolution. En 2009, s'est tenu à Diyarbakır le Forum social mésopotamien. Diyarbakır, c'est un peu, on dit que c'est la capitale du Kurdistan turc. Administrativement, ce n'est pas la capitale du Kurdistan turc, puisque le Kurdistan n'existe pas, mais c'est effectivement une ville, très grande ville, dont d'ailleurs la mairie aujourd'hui est tenue par le BDP. Donc il y a eu ce forum social mésopotamien à Diyarbakır en 2009, comme beaucoup de forums sociaux qui rassemblaient les forces de gauche et d'extrême gauche d'un peu partout de la planète. Des apatistes, les mouvements des sans-pères, différents syndicats. Et notamment une journée était animée par nos camarades apatistes et consacrée à la gestion du pouvoir et la gestion administrative des communes au Chiapas. Et en fait, ce forum a été extrêmement suivi par les militants kurdes. Et on a assisté à un rapprochement au final entre des militants kurdes à la fois du BDP, du HDP, du PKK, non déclaré bien entendu, et les apatistes. Ce qui, selon moi en tout cas, montre un peu vers quoi tend idéologiquement aujourd'hui, pas forcément le PKK dans son intégralité, mais une partie de ce dernier, et les composantes les plus à gauche du HDP, donc qui est le parti national, anciennement kurde mais qui n'est plus entièrement, et le BDP. Ce mûrissement idéologique a donné lieu déjà à, selon moi, deux choses assez marquantes. La première, c'est donc la création du HDP et du BDP, qui sont donc les nouveaux partis du PKK. Mais la grande différence avec les partis précédents, pour une petite aparté, le PKK a donc créé des vitrines politiques légales depuis les années 80, et globalement il change de parti tous les 3 ans parce que le parti est interdit, et il recrée un nouveau parti. Donc il y a eu plein de noms qui... donc si je m'en mêle un peu les pinceaux dans le nom des partis, c'est normal. Les nouveaux partis créent le HDP et le BDP. Donc le HDP, c'est globalement les députés, c'est le parti qui est présent à l'échelon national, donc, et qui tient aussi dans des pays, dans des zones qui ne sont pas le Kurdistan, en Turquie. Et le BDP, qui est vraiment présent au Kurdistan et qui est une municipalité, ont une grande différence donc avec les partis précédents, c'est qu'ils ne sont plus... Comment dire? C'est qu'avant, les partis, globalement, étaient organisés par le PKK. Les cadres du parti étaient nommés par le PKK, étaient membres du PKK. C'est le PKK qui décidait qui allait se présenter, quelles actions étaient menées, etc. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le HDP et le BDP sont des espèces de tentatives de front d'extrême gauche, où globalement sont, bien entendu, le PKK et les membres du PKK sont une partie très importante de ces organisations, mais ne sont plus la seule composante. Et on trouve dans ces organisations différents partis d'extrême gauche, que ce soit communistes, Mao, quelques tendances libertaires, des partis qui étaient plus tournés sur les questions d'écologie radicale, des associations, c'est à la fois plus ou moins des équivalents de Ligue des droits de l'homme, enfin des associations d'avocats, de professeurs, plutôt progressistes, des associations de défense des droits des LGBTI, qui, pareil, a été une intrusion de la question du genre au sein du PKK au milieu des années 2000. On ne sait pas trop comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Des syndicats. Et aujourd'hui, donc, le HDP et le BDP sont vraiment des espèces de fronts unis de l'extrême gauche, qui ne rassemblent pas encore toutes les organisations d'extrême gauche en Turquie, mais qui arrivent à obtenir des scores électoraux assez importants, même dans des zones qui ne sont pas majoritairement kurdes. Ce qui est aussi une grande nouveauté. C'est que ça a créé, du coup, un vrai mouvement pluraliste qui a permis de l'adhésion de militants qui n'étaient pas, qui ne sont pas kurdes, qui n'étaient pas intéressés par la question kurde. Ça a servi aussi un peu de, comment dire, ça a permis aux autres minorités
d'avoir aussi un point d'impact politique. Il faut savoir que le système législatif turc, c'est une arnaque. C'est que globalement, au Parlement, pour déposer une loi, il faut 2 tiers. Il faut la signature de 2 tiers des députés. Donc, c'est-à-dire qu'il est absolument impossible d'avoir une action législative en étant une minorité en Turquie. Et donc, ça a permis à d'autres minorités, que ce soit les Yézidis, Alevis, Assyriaques, Arméniens, aussi d'avoir un parti politique qui pouvait porter leur voix et les représenter. Donc aujourd'hui, le HDP et le BDP sont vraiment des partis assez larges, où dans certains endroits, le PKK n'est pas minoritaire non plus, mais n'a plus une majorité absolue. On assiste du coup dans les marges du HDP et du BDP à des initiatives qui sont très éloignées des antiennes habituelles du marxisme-léninisme, c'est-à-dire que notamment dans une ville comme Istanbul, le HDP va soutenir le mouvement squat, il va soutenir le mouvement contre-culturel. Il y a un très grand projet inutile en Turquie qui consisterait à fabriquer un barrage gigantesque sur le Frat, qui permettrait du coup à Ankara de contrôler les réserves d'eau de la Syrie et de l'Iran. On trouve dans l'opposition à ce projet le HDP, le BDP, et au final, c'est une ZAD qui est à la base. Donc on a aussi la population des ZAD qu'on a partout en Europe, donc jeunes militants d'extrême gauche, militants écolos, radicaux de tout poil et de tout bord qui se retrouvent là-bas. C'est déjà un élément assez marquant dans l'histoire de la question kurde et de ses débouchés, parce qu'en gros, le PKK semble sortir du coup de son sectarisme qui le caractérisait jusqu'à présent. Le deuxième élément assez marquant qu'amène cette évolution de pensée, c'est un coup d'éclat politique qui a été tenté en Turquie à la fin des années 2000, qui a été une tentative de mise en place du confédéralisme démocratique au sein des frontières turques, par le biais des mairies tenues par le BDP. L'idée, c'était de dire on ne nie pas l'existence de l'État turc, mais on réclame l'autonomie à l'intérieur de l'État turc et un mode d'organisation qui nous convient. Globalement, ils faisaient sécession. C'était pas dit comme ça, mais bon. Ça a été pris comme un acte de guerre par Ankara. La riposte a été terrible. On a assisté à plus de 10 000 arrestations qui ont donné lieu à très peu de procès. Et au final, on s'est retrouvé avec 10 000 personnes enfermées, mais non pas condamnées. Dans ces 10 000 personnes, il y avait bien entendu, on va dire, les militants habituels du PKK qui font le coup de force lors des manifestations et qui font donc des allers-retours assez réguliers en prison, mais pas que. On trouvait aussi énormément de gens de la société civile, justement, qui sont dans ces marges du HDP, à la fois des avocats, des professeurs, des professions libérales, mais aussi donc les députés, les maires, qui du coup ont été arrêtés. Le député de Vannes, par exemple, a été réélu en prison. Je peux rappeler des gens, des souvenirs aux personnes qui connaissent un peu l'histoire de l'Irlande. Mais ça a été le cas d'un certain nombre de députés, de maires. La plupart ont été relâchés, mais pas tous. La plupart des élus ont été relâchés, à l'exception de 3, si je ne dis pas de bêtises, mais les infos ne sont pas forcément très élevées. Mais cette tentative a été un échec. Cependant, ça n'a pas mis un coup d'arrêt, on va dire, à la fois à l'évolution idéologique du PKK et aussi aux tentatives politiques. Parce juste après cette tentative, nous avons assisté à la guerre civile en Syrie. Début de la guerre civile en Syrie, c'est le bordel, parce que ça tombe un peu comme ça, différentes factions, un jeu des Occidentaux extrêmement trouble. Au final, l'armée libre syrienne, personne ne sait réellement qui ils sont, qui ils représentent, où ils sont composés. Ce qu'on apprend des gens sur place, c'est que c'est un peu le bordel aussi, et qu'au final, il y a un peu de tout. Les islamistes qui prennent les armes, gentiment financés par les pays aux alentours. Les Kurdes apparaissent comme une force organisée et constituée d'emblée, ce qui leur permet très rapidement donc de déclarer l'autonomie du Rojava, donc le Kurdistan syrien, où ils sont majoritaires aux alentours de 80%, mais ça dépend aussi des coins, et de mettre en place, en tout cas de tenter de mettre en place, le confédéralisme démocratique. Les avis qu'on a recueillis sur place, c'est que non, ce n'était pas prévu.
C'est que non, il n'y avait pas un grand plan secret de la part du PYD pour prendre le pouvoir du jour au lendemain et mettre en place le système. Ils ont vraiment saisi l'occasion. C'est important à garder en tête parce que la situation n'est pas idyllique là-bas, mais une partie des difficultés et des éléments qui, moi, en tant que libertaire, peuvent me poser problème au Rojava s'expliquent aussi par les conditions dans lesquelles se sont mis en place ce système. C'est que c'était la guerre, c'était l'occasion, il fallait la saisir, on a fait au plus vite. L'organisation, ce que je disais tout à l'heure du confédéralisme démocratique, c'est que ce n'est pas un système clé en main. Mais c'est volontairement pas un système clé en main, parce que le multiculturalisme qui est inhérent à cette région fait que il est d'emblée accepté qu'il y aura plein de particularismes locaux, qu'il y aura forcément des modes d'organisation qui vont différer d'un endroit à un autre. Parce que la population n'est pas la même, parce que le mode d'organisation n'est pas la même, parce que l'économie n'est pas la même. Du coup, au Rojava, ils ont édité une charte du Rojava qui est un programme minimum, qui contient donc les bases du confédéralisme démocratique, qui peuvent se résumer par des formules ici, on dirait le pouvoir par le peuple, pour le peuple, tout simplement. L'AG souveraine, une division la plus réduite possible en fonction des zones pour avoir au final des assemblées où on peut discuter, où la parole de chacun peut s'exprimer. La laïcité, pas de religion d'État, liberté de culte pour tous, liberté de langue. Interdiction de la polygamie, interdiction de l'exclusion, interdiction du mariage avant 18 ans. Conquête justement des combats féministes. Mise en place d'une justice autonome. Mise en place d'une justice autonome pour les questions liées aux violences faites aux femmes. C'est-à-dire que les violences faites aux femmes sont jugées par des tribunaux de fait à 100%. C'est ce qui se met en place assez rapidement. Dans un deuxième temps, va être mis en place un système administratif qui s'appelle le DAS et qui globalement c'est un système qui en tout cas sur le papier est assez aguichant parce que c'est une administration qui ne sert qu'à exécuter les consignes données par l'Assemblée et n'a absolument aucun pouvoir décisionnel. Ce qui est clair et net, c'est une administration qui sert à fonctionner. Ce qui est amusant, c'est que même dans cette administration qui ne sert qu'à fonctionner, la parité est respectée 40%, encore une fois. La question féministe reste toujours en arrière-fond en permanence dans tout, ce qui est assez marquant. Petit problème quand même par rapport, qu'on est obligé de noter par rapport à cette administration, c'est qu'aujourd'hui en Syrie, cette administration est toujours financée par le régime d'Al-Assad. Il y a une espèce de statu quo au Rojava, c'est que l'armée d'Assad a déserté très rapidement le terrain. Quand les islamistes sont arrivés, ce sont les Kurdes qui se sont opposés au premier. Les YPG et YPJ ont vite été rejoints par des non-Kurdes, mais par les minorités sur place, vu le goût prononcé de Daesh pour l'extermination de toute minorité. Et le régime d'Al-Assad, au final, s'est retrouvé avec le Rojava en place, aucun moyen militaire d'intervenir là-bas, sans doute aucune volonté non plus d'intervenir là-bas, et continue donc de verser les pensions aux fonctionnaires. Est-ce qu'il y a un accord entre le PYD et le régime d'Al-Assad? C'est pas le PYD qui a rien à dire. En tout cas, on n'assiste pas non plus à une mise sous tutelle de la révolution Rojava par le régime d'Al-Assad, loin de là. Ce qui va guider la révolution au Rojava, c'est les 40 ans de dictature qui ont été subis dans la région. La Turquie a mené une politique d'extermination des minorités d'un point de vue culturel. La Syrie a fait de même. Ça a été l'arabisation à marche forcée. Et une fois libérés du joug d'El-Assad, ni les Kurdes ni aucune des minorités en présence n'avaient vraiment envie de retourner sur un système dictatorial. Donc le système du confédéralisme démocratique a attiré aussi. Il n'y avait pas que la question militaire. Le mouvement kurde n'a pas été qu'une puissance armée qui était là pour sauver les gens sur place. C'est que le système politique qu'il portait aussi intéressait une population qui venait de subir 40 ans de dictature sanguinaire
où globalement, dès qu'on ouvrait, c'était la prison et la torture, et que, après tout, ce sont des êtres humains, et que l'idée de vivre en paix sa vie tranquillement avec des voisins qu'on trouve pas forcément sympathiques, mais avec qui on ne s'entretuera pas, leur paraissait quand même nettement préférable. La situation, comme je disais tout à l'heure, n'est pas idyllique. Il y a eu un rapport du Human Rights Watch en 2011 qui faisait état de torture de la part du PYD sur ses opposants politiques. Ça nous choque bien entendu. Après, c'est toujours quelque chose qui a mesuré, c'est que le Rojava est très isolé. Ils sont coincés entre l'Irak et la Turquie. Les relations avec Barzani au début de la révolution au Rojava ne sont pas du tout bonnes. Les relations avec la Turquie, bien entendu, sont exécrables. Et du coup, ils se retrouvent vraiment isolés avec forcément toujours la peur de l'ennemi intérieur, notamment par une aile droite aussi du mouvement kurde, soutenue par Barzani, par Ankara, par les États-Unis, qui est présente en Syrie. Je n'ai pas d'infos, on va dire, toutes chaudes à vous donner sur la situation là-bas. Mais il y a 3 semaines, il semblait que politiquement, ça s'était quand même largement apaisé par rapport à la situation du début, et qu'aujourd'hui, que ce soit au sein des assemblées, au sein du DAS, donc au sein de l'administration, on trouve à peu près autant de militants qui ne sont pas du PYD que de militants du PYD. Donc arrive quand même un point d'équilibre où l'opposition, aujourd'hui, s'exprime alors que pendant 2 ans, les franges les plus à droite de l'opposition au PYD était vraiment contre la participation à ce système. Aujourd'hui, ça semble un peu évoluer. La révolution au Rojava a failli subir un coup d'arrêt assez violent avec la prise de Kobané, qui a failli marquer un coup d'arrêt, parce que du coup, on se retrouvait, Kobané donc à 30 km de la frontière turque, et la prise de Kobané a servi de justification pour l'État turc à un durcissement du contrôle à la frontière. Ça a failli mettre un coup d'arrêt, donc à la fois parce que la ville était aux mains de Daesh, et aussi parce que ça permettait à la Turquie de reprendre la main qui leur avait un petit peu échappé depuis la chute du régime d'Al-Assad. Kobané a été libéré. C'est une grande victoire, personne n'y croyait. Après 135 jours de siège, cependant, l'armée turque est toujours à la frontière. Donc là, on est vraiment sur l'actualité au quotidien. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. En tout cas, il y a 3 jours, l'armée turque était toujours à la frontière. Ce que je ne sais pas aujourd'hui, c'est comment l'État turc justifie sa présence à la frontière. Pour l'instant, je n'ai pas ces informations-là, mais ça va être très dur pour l'État turc à continuer à maintenir cette présence-là, sans justifier un minimum vis-à-vis quand même de ses alliés de l'OTAN, qui, il y a quelques semaines maintenant, ont quand même déclaré la guerre absolument impitoyable à Daesh et au terrorisme. La libération de Kobané est une grande victoire, mais elle n'est, sans vouloir du tout être pessimiste ou un peu plus froid, mais ce n'est vraiment que le début. D'un point de vue militaire, Daesh n'est pas vaincu. Daesh a le pétrole, il contrôle toujours Mossoul, il contrôle encore des territoires. Malgré la défaite qui leur a été infligée par les Kurdes, ils n'ont pas subi l'hémorragie qui était un peu espérée par les forces sur place au niveau des troupes. Il faut dire, tant qu'ils ont du pétrole, ils ont du pognon, tant qu'ils ont du pognon, ils peuvent payer des gens. Et Daesh est toujours soutenu par quelques émirs du Golfe à droite, à gauche, un peu en rupture de ban avec leur famille, qui s'amusent bien à financer des malades mentaux, histoire d'un peu corser leurs relations avec la famille royale, que ce soit en Arabie Saoudite ou au Qatar. Donc Daesh n'est pas tombé. L'État turc, donc, est toujours présent à la frontière. Donc militairement, c'est quand même un peu compliqué. Tant que la frontière n'est pas ouverte, il est difficile pour les forces des YPG et YPJ de recevoir des armes. Il est dur de recevoir des hommes. On passe parce que la frontière est poreuse, comme toute frontière,
Mais c'est toujours au prix de grands risques, et on ne peut pas faire passer des tanks comme ça discrètement. Peut-être que Daesh peut, mais en tout cas, les forces kurdes ne peuvent pas. Donc militairement, c'est compliqué. D'un point de vue politique, au Rojava, on assiste à une révolution politique, sur les institutions politiques, sur le mode de gouvernance. Mais on n'est pas encore au stade d'une révolution sociale. On n'a pas assisté à une socialisation de tous les moyens de production. Mais il faut aussi se rendre compte que la zone du Rojava, c'est, sans mépris aucun, je fais ça vraiment par simplification de langage, mais c'est du désert, des cailloux, des montagnes et des champs de blé. C'est une zone rurale, en grande majorité, très peu de grandes villes. On est encore, on n'était pas dans un système féodal, mais à moitié dans certains coins. Peu d'infrastructures. Et quand je parle d'infrastructures, je ne suis pas un productiviste effréné, donc je dis peu d'infrastructures, c'est peu d'hôpitaux, peu d'écoles. Et avec quand même pour seule ressource le blé. Le problème, c'est que ce blé, il faut le vendre, et pour l'instant, les seules personnes qui acceptent de l'acheter, c'est le Kurdistan irakien. Et le Kurdistan irakien se sert, en fait, de ce levier économique pour faire pression sur la révolution au Rojava. Donc ça rend vraiment la situation assez complexe. Donc ça, c'est que ça soit l'aspect militaire ou économique, sont les deux éléments qui peuvent vraiment mettre en danger la révolution. Lors de notre voyage, j'ai eu la très grande chance de faire ce voyage avec deux camarades français qui sont dans aucune organisation et qui, par un hasard de leur existence, sont tombés amoureux du Kurdistan à l'âge de 17 ans et qui, du coup, ont une vision très intéressante du pays parce qu'elle n'est pas façonnée par nos idéologies, mais vraiment par une découverte, un amour d'enfant, mais ils connaissent très bien l'endroit. Et contrairement à nous, ils ne sont pas rentrés en France à la fin du voyage de la délégation et ont réussi à passer en Syrie et à être récupérés par le PYD de l'autre côté. Ils ont passé 3 semaines au Rojava. Et ce qu'ils m'ont rapporté, malgré les difficultés économiques et militaires qui existent, c'était quand même assez réjouissant. Parce que ça, c'est déjà quelque chose qu'on avait observé à la frontière, mais c'est que là-bas, ça cause beaucoup. Ça a l'air de rien, mais selon moi, c'est fondamental. C'est qu'on assiste vraiment à un mouvement qui se crée au jour le jour et qui se découvre au jour le jour. Du coup, ça discute énormément, et ça discute de tout. Ça discute à la fois de comment on va construire l'école du village, à parler de théories politiques, que ce soit de Pouchkine, de Bakounine, de Marx ou de Max Weber. Et ça parle, et ça veut des livres, et ça veut de la connaissance, et ça veut du savoir. C'est un truc qui est assez répandu, même au sein, on va dire, d'une population qui peut être analphabète, qui n'a pas forcément une grande culture de base, parce que zone rurale, parce que pas d'éducation, etc. Mais on assiste à ce à quoi on a assisté à d'autres périodes, que ce soit en Espagne ou en Russie lors des révolutions, c'est-à-dire à une volonté de la part d'une population de s'instruire et d'en apprendre le plus possible afin d'enfin prendre son destin en main. Et ça, ils ont passé donc, je sais plus, c'était 2 ou 3 semaines au Rojava, et ils m'ont dit que c'était vraiment une récurrence dans à peu près tous les bleds qu'ils ont pu parcourir. C'est que dès que le travail est terminé, on se réunit, on prend le thé et on discute. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une scène que j'ai vécue à la frontière, pour situer un peu en face de Kobané, il y a un petit hameau qui s'appelle Messer, et qui est vraiment un hameau, quoi. C'est une quarantaine de maisons, quelques champs et rien d'autre. Et en fait, à cet endroit, c'est créé une espèce de ZAD, parce que ce qu'on nous expliquait sur place, c'est que c'est un des endroits de la frontière syro-turque qui n'est pas matérialisé. Ni mur, ni barbelé, ni champ de mine, uniquement un poste frontière, mais qui est sur une colline qui est contournable. Et du coup, c'était sur les débuts de la prise de Kobané, l'un des points de passage préférés de Daesh pour aller se faire soigner tranquillement dans des hostos en Turquie et pour ramener du matériel au retour. Du coup, les militants du PKK, du PYD, les habitants de Kobané réfugiés,
mais aussi des militants d'extrême gauche venus d'un peu partout, de la Turquie et même du monde, puisque nous y étions, il y avait des militants italiens, des militants suisses qui étaient sur place, ont décidé de se poser là pour empêcher le passage de Daesh. Donc globalement, on ne fait pas grand-chose à Messer, parce qu'il n'y a rien à faire, étant donné que les champs ne sont plus vraiment cultivés dans la zone. Et c'est un endroit où on passe toute sa journée à boire le thé, à fumer des cigarettes et à discuter avec tout le monde. Et j'ai vraiment assisté à une scène qui m'a marqué parce que elle est selon moi représentative de la révolution politique et culturelle qui est en train de se faire là-bas. C'est qu'on je me retrouve dans une tente. En face de moi, il y a un militaire du PKK, vraiment de la branche armée dure. Un militant écologiste d'extrême gauche turc assez marrant, plutôt typé saltimbanque marginal. 2 camarades anarchistes kurdes, une jeune étudiante en art qui venait d'Istanbul. Puis on est là à boire le thé, à discuter, etc. Bon, la discussion avec les militaires du PKK est assez folklorique, on n'est vraiment pas sur le même niveau d'action politique forcément. Mais bon, ça discute au final quand même très poliment malgré des désaccords très profonds. Et puis il y a l'imam du canton qui débarque, qui se pose avec nous pendant 20 minutes, qui prend le thé, qui discute avec les camarades anarchistes et qui se bat très normalement. Et cette scène-là, en fait, est extrêmement commune là-bas. C'est le multiculturalisme, l'acceptation de l'autre. C'est ça qui est marquant plus que des réalisations politiques concrètes qu'on pourrait décrire, qui sont balbutiantes au final encore aujourd'hui à Rojava. On est vraiment face à un système qui se crée et qui se cherche. Mais d'un point de vue des mentalités, il y a quelque chose d'énorme, il y a un pas monstrueux qui a été franchi. Et qui est à la fois dans l'acceptation de l'autre et dans comment on arrive à avoir avec l'autre, même malgré nos désaccords profonds, des rapports non violents. Et le moins dualiste possible. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Kobané et de la Syrie, parce que c'est l'actualité. Cependant, le Kurdistan, c'est aussi, et c'est même beaucoup la Turquie. Ça aussi, moi, ça a été quand même l'une des découvertes du voyage. J'y allais en ayant été documenté sur Kobané et sur la Syrie, et très peu sur la Turquie. Et j'ai appris beaucoup de choses au final sur l'organisation en Turquie, qui est aussi assez représentative de cet état de conscience, qui est en train de se modifier. Les précautions d'usage m'obligent à rappeler donc que le PKK reste aujourd'hui un parti extrêmement hiérarchisé, avec une direction très forte, avec un culte du leader dans la personne d'Öcalan qui est très dérangeant parfois quand on discute. Je parlais avec un jeune du PKK et qui me disait texto, si Öcalan me dit marche, je marche, s'il me dit meurs, je meurs. Quand on a un jeune de 17 ans face à soi qui nous dit ça, c'est quand même un peu perturbant. Mais ce PKK si dur, avec ce passif très violent quand même, je ne parle pas de la violence contre l'État turc qui personnellement ne me dérange pas, mais de la violence en interne, du mode de fonctionnement, c'est que ce parti extrêmement autoritaire accepte aujourd'hui de partager une organisation avec des composantes libertaires, autogestionnaires, écologistes radicales, avec des gens qui ont des modes de fonctionnement et des pratiques complètement différentes. Ce qui se passe en Turquie est une leçon, selon moi, vraiment pour nous tous en Europe. Quand on voit comment on s'effrite entre militants d'extrême gauche sur des conneries et des virgules aujourd'hui en France, c'est assez impressionnant d'être dans une pièce à la mairie de Suruç, qui est une ville à 30 km de Kobané, en Turquie. Il y a la maire, donc la co-maire de la ville, qui est là. On a le député de Vannes et un autre député, excusez-moi, j'ai oublié, il était député d'où. On est tous à discuter. Le député de Vannes et l'autre député ne sont absolument pas d'accord sur un grand nombre de sujets. Le député de Vannes était plutôt, on va dire, de tendance socialiste autogestionnaire, là où l'autre député était un peu plus social-démocrate radical, mais avec quand même un goût des institutions, machin, etc., avec des vrais désaccords profonds entre eux. Pourtant, ces deux personnes sont dans le même parti, se battent ensemble, militent ensemble et agissent ensemble à l'Assemblée. La maire de Suruç, anecdote aussi amusante sur la question du féminisme, parce que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup fait rire, tout en étant un peu honteux,
c'est que dans l'association, il n'y avait que 2 femmes. Nous étions 4 hommes et 2 femmes. On est arrivé dans le bureau de la maire alors que nous venions d'être reçus un peu officiellement par des représentants du canton, etc. C'était pas les courbettes non plus, mais ils étaient très polis et très sympas avec nous. On arrive dans le bureau de la maire, elle nous fait, mais où sont les femmes? Avant même de nous dire bonjour et de nous saluer. C'est la maire de Soulouch, donc qui est maire d'une ville de, si je dis pas de bêtises, c'est 50 000 habitants la ville et 100 000 habitants avec les villages aux alentours. Donc elle est maire de ce village, elle t'explique que son modèle, c'est la commune de Paris, c'est l'Espagne de 36, qu'il faut faire la révolution socialiste et anticapitaliste, et etc. etc. Et cette nana est maire d'une ville de 100 000 habitants. Quoi. C'est quand même assez impressionnant. Et c'est ça ce qui se passe aussi en Turquie aujourd'hui. C'est que puisque le HDP et le BDP ne sont plus que les partis, ne sont plus uniquement les partis de la question kurde, qu'ils ont décidé de s'élargir, qu'ils ont décidé, c'est ce qui, en gros, c'est ce que nous disent tous sur place, c'est que notre combat n'est pas que le combat des Kurdes. On peut trouver ça pompeux, mais ils le disent, c'est le combat de l'humanité, c'est un combat pour l'émancipation. C'est qu'à un moment, on essaie de mettre en place un système qui permet à chacun, dans sa différence, de vivre en paix. Qui est quand même un grand projet, quoi. Et aujourd'hui, ce projet est porté en Turquie par des formations politiques qui ne sont pas à négliger, qui font de l'audience, qui participent aux mouvements sociaux. Quand il y a eu les événements de la place Taksim, on a brandi des drapeaux du HDP, ça n'a choqué personne, bien au contraire. Signe d'une évolution aussi de l'opinion en Turquie de la part des populations en Turquie non kurdes. Et c'est à ça que je voulais en venir, c'est qu'il y a eu une évolution idéologique de la part de Öcalan, du PKK. Le PKK, c'est toujours très flou à savoir, mais on va dire en tout cas d'une partie du PKK. Et en tout cas, la création de ce HDP, ce BDP, donc, qui ont des marges extrêmement intéressantes et qui existent et qui peuvent agir. Mais l'évolution aussi, elle est stratégique. C'est que, tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a eu un cessez-le-feu entre le PKK et l'État turc en 2013. Ce cessez-le-feu est le fruit de discussions, non pas au sein du PKK, mais au sein du HDP. C'est qu'aujourd'hui, la stratégie du HDP, et qui du coup est la stratégie qui domine, c'est-à-dire que le PKK, malgré que ce soit la branche armée, donc ils ont les armes, ils pourraient avoir le pouvoir, donc pour l'instant le PKK se plie aux décisions du HDP, et donc la stratégie du HDP, c'est d'apparaître moins violent que l'État turc. Tout leur discours et leurs actes aussi consistent à dire à la population turque, pas forcément politisée, pas forcément intéressée à la question kurde, et d'ailleurs parfois qui pourrait être sympathisant localement de l'AKP, le parti d'Erdogan, c'est de leur dire, regardez qui est-ce qui crée la violence, ce n'est pas nous, ce n'est pas le PKK, ce n'est pas le HDP, c'est l'État turc. Nous manifestons pacifiquement, c'est l'État turc qui envoie les chars. L'État turc fait tout pour qu'on rompe le cessez-le-feu, nous ne romprons pas le cessez-le-feu. L'État turc veut abandonner les négociations entre le PKK et lui. Le PKK maintiendra jusqu'au bout ouvertes ces négociations. Le HDP vise une contagion, en fait, au sein de la population modérée en Turquie, pour, au final, réussir à mettre en place le confédéralisme démocratique en Turquie, qui serait quand même le gros morceau qui représente quand même l'essentiel de la zone du Kurdistan. L'état d'esprit en Turquie, c'est dur à savoir, est-ce que l'opinion existe vraiment? De toute façon, c'est déjà dur à savoir ici, donc là-bas, ça allait forcément encore plus difficile. Cependant, on a assisté quand même à plusieurs scènes en Turquie où, quand on est revenu en fait sur le retour et la retraversée du pays de l'autre côté pour retourner en Europe, discuter avec les discussions habituelles de voyage, le chauffeur de bus, le chauffeur de taxi, le restaurant où on mange, les gens dans la rue qu'on croise, avec qui on discute. Et quand on leur disait qu'on revenait en fait de Kobané, ça leur parlait. Et ils nous disaient effectivement l'AKP, tout ça,
Ça craint un peu, et c'est vrai que le HDP, peut-être que la prochaine fois, aux prochaines élections, je voterai pour eux. Signe que la stratégie du HDP est loin d'être imbécile, et peut peut-être forcer ses fruits. Je faisais du coup un peu le même speech hier, on m'a posé cette question, mais qu'en est-il de l'armée en Turquie? Eh bien, j'en sais rien de l'armée en Turquie, bien entendu. J'ai envie de répondre que comme dans tous les pays du monde, on est face à une armée et que donc oui, s'il y a une déstabilisation du pays, penseront sans doute un coup d'État. Je pense qu'aujourd'hui, la stratégie du HDP est d'arriver à un tel niveau de contagion dans la population que le jour où l'armée tentera un coup d'État, la population s'y opposera. Est-ce qu'ils y arriveront? Je le souhaite, je l'espère. Pour conclure, je me répète, mais il paraît que la pédagogie c'est la répétition, d'après certains collègues profs. Il ne faut pas idéaliser la situation, clairement pas. Le PKK, encore une fois, reste un parti ultra hiérarchique, qui peut faire preuve d'un sectarisme absolument monstrueux. Le système du confédéralisme démocratique contient en son sein, j'aime bien dire que c'est une fourberie de la part d'Öcalan, mais qui, selon moi aussi, fait preuve d'une assez grande intelligence, c'est que si l'Assemblée est basée sur un mode de fonctionnement horizontal, où toutes les communautés s'expriment, où toute une voix vaut une voix et personne n'a l'ascendant sur personne, c'est que les communautés qui constituent cette Assemblée, elles s'organisent comme elles veulent. C'est-à-dire que si la révolution au Rojava se continue et qu'elle arrive, on va dire, à une phase de stabilisation où il va faire bon vivre au Rojava dans un système plus égalitaire qu'avant, le PKK peut rester le PKK. Il peut rester une organisation ultra hiérarchisée, etc. Si vous avez envie d'être stalinien, vous restez stalinien, c'est votre problème. Ce que vous faites dans votre communauté, dans votre organisation, dans votre groupe, ne regarde pas. Par contre, quand on arrive sur la place publique, là, c'est un mode de fonctionnement horizontal. Donc on est toujours... C'est ça qui peut à la fois effrayer, qui en même temps est selon moi porteur d'espoir, c'est qu'on est toujours sur une espèce d'équilibre un peu précaire entre des vieilles pulsions autoritaristes et justement une volonté aujourd'hui de s'ouvrir à quelque chose d'un peu plus pluraliste, démocratique. Et on est toujours là-dessus. En tant que libertaire, on se dit qu'on aurait un soutien critique vis-à-vis de ça. Je pense que c'est une position pas idiote, parce que de toute façon, il faut se garder, encore une fois, de tout idéalisme aveugle et de dire là-bas c'est le paradis, etc. On sait bien que le paradis n'existe pas. Mais on est quand même dans une zone du monde qui a subi l'impérialisme de plein fouet et le subit encore aujourd'hui, qui a vu ses frontières dessinées à la schlag pour des pures raisons économiques, qui a vu des populations dites minoritaires complètement méprisées, parfois exterminées, qui a subi son lot de violences absolument inimaginables au XXe siècle. Et pourtant, c'est dans cette région du monde, aujourd'hui, qui est en train de naître un système qui tient la route quand même, qui est un vrai système porteur d'espoir de par son acceptation de la différence de l'autre, de son avancée sur la question du féminisme, qui est quand même... je veux dire, aujourd'hui, nous sommes en France, dans un pays où l'Assemblée n'est pas paritaire, où les institutions ne sont pas paritaires. Il n'y a pas 40% de femmes dans les administrations à haut pouvoir décisionnel dans ce pays, et pourtant, c'est ce qu'eux sont en train de mettre en place. On est... Enfin voilà, moi, ça fait partie des choses qui m'ont marqué, qui m'ont assez bouleversé, quoi. Et du coup, je pense qu'il faut suivre cette histoire. Il faut apporter notre soutien au plus possible, à savoir que quand on leur demandait là-bas qu'est-ce qu'on pouvait faire, ils n'étaient pas dupes sur le fait qu'ils ne seraient pas aidés par des États. Étant donné que leur programme est quand même la suppression des États-nations, il y a un moment ils sont quand même pas cons, ils vont pas se dire que des États-nations vont les aider comme ça de tout le cœur pour leur faire plaisir, alors qu'ils visent un moment quand même à terme à leur destruction. Mais ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils attendent la solidarité des peuples. Au final, ils attendent qu'on leur apporte le soutien qu'on a apporté au Chiapas. On ait au final le même type de relations, à la fois des relations d'échange et de soutien dès qu'on peut. Donc là, très concrètement, il faut leur envoyer de la thune parce qu'ils ont besoin d'acheter des armes. C'est un peu pragmatique, mais bon, il faut dire la situation est telle qu'elle. Sur un plus long terme, et c'est comme ça que je terminerai, je vous engage, si vous avez le temps, si vous avez l'occasion, les moyens un peu de voyager, c'est d'y aller.
parce qu'il s'y passe des choses, ils sont avides de rencontres, ils sont avides d'être ouverts vers l'extérieur, et d'une certaine façon, ils attendent notre venue. Ils attendent qu'on vienne pour venir avec eux, pour discuter, pour confronter nos avis, nos points de vue, nos pratiques, nos points communs, nos divergences, parce qu'aujourd'hui, ils sont convaincus que c'est comme ça qu'ils avancent. Et j'en suis convaincu aussi.